Une décision commerciale peut détruire un pays entier. C'est là toute la contradiction. Officiellement, il s'agit de droits de douane, mais ce qui est décrit ici n'a rien d'un simple conflit économique. Un décret présidentiel autorise les États-Unis à punir non seulement Cuba, mais n'importe quel pays qui lui fournit du pétrole, directement ou indirectement. Autrement dit, la cible réelle n'est pas seulement la Havane, c'est tout le système commercial autour d'elle. Et voilà pourquoi cela vous concerne. Parce que ce mécanisme utilise l'arme la plus puissante du monde moderne, l'accès au marché américain. Le texte explique que même les transporteurs, les assureurs, les banques ou les intermédiaires peuvent être touchés. Une cargaison, un contrat, une signature, et soudain, vos exportations vers les États-Unis deviennent plus chères, moins compétitives, vulnérables. Mais voici la partie que presque personne ne dit à voix haute. Ce n'est pas une sanction classique, c'est un test de loyauté mondiale. Et la vraie question n'est pas que fait Cuba, mais jusqu'où cette logique peut-elle s'étendre? L'événement central paraît simple, presque administratif, un décret présidentiel, une annonce sur les droits de douane. Mais le document ne livre volontairement qu'une partie de l'histoire. Il explique que les États-Unis se donnent désormais le droit d'imposer des tarifs supplémentaires à tout pays qui fournit du pétrole à Cuba. Pas seulement les ventes directes, aussi les flux indirects. Et c'est là que le cadre se fissure. Parce que ce geste n'arrive pas isolément. Il s'inscrit dans une séquence plus large où l'énergie, la sécurité nationale et la politique étrangère sont fusionnés en un seul outil de pression. Le texte insiste sur le fait que ces tarifs sont présentés comme une réponse à des actions malveillantes et à une menace inhabituelle et extraordinaire pour les États-Unis. Autrement dit, fournir du pétrole devient, dans ce cadre, un acte hostile. Maintenant, observez ce glissement. On ne parle plus de punir Cuba pour ce qu'elle fait. On parle de discipliner les autres pour ce qu'ils tolèrent. Ce décret transforme des partenaires commerciaux en arbitres forcés de la politique américaine. Et c'est ici que la question change complètement. Si le commerce devient un test d'alignement politique, combien de pays peuvent réellement rester neutres sans en payer le prix? L'affirmation clé est la suivante. Ce décret ne vise pas à corriger un comportement. Il vise à rendre ce comportement économiquement impossible. Et le texte le démontre très clairement. Il autorise les États-Unis à imposer des droits de douane supplémentaires à tout pays qui vend directement ou indirectement du pétrole à Cuba. Ce mot, indirectement, n'est pas décoratif. Il change tout. Le document explique que cette formulation élargit la portée bien au-delà des compagnies pétrolières nationales. Elle inclut les intermédiaires logistiques, les groupes de transport maritime, les assureurs et même les institutions financières impliquées dans la chaîne énergétique. Une transaction peut être légale, discrète, parfaitement conforme au droit international et pourtant devenir sanctionnable simplement parce qu'elle alimente Cuba. Voici ce que cela signifie concrètement. Un pays peut continuer à vendre du pétrole à Cuba, mais en échange, ses propres exportations vers les États-Unis deviennent plus chères, moins compétitives, fragilisées. Le texte précise que ces tarifs sont conçus pour dégrader les termes de l'échange du pays concerné. Le gain marginal réalisé à la Havane est écrasé par la perte sur le marché américain. Maintenant, remarquez ce qui manque. Aucun seuil clair, aucun taux précis, aucun calendrier public. Cette absence n'est pas un oubli. Elle crée une incertitude permanente. Et dans le commerce mondial, l'incertitude est souvent plus dissuasive qu'une sanction connue. C'est ici que l'on commence à comprendre que ce mécanisme n'est pas défensif. Il est structurel et il ouvre une porte beaucoup plus large. À ce stade, la pression ne fait que commencer. Le texte montre comment une mesure présentée comme ciblée s'inscrit en réalité dans une escalade plus large. On ne parle plus seulement de pétrole, on parle de normaliser l'idée qu'un pays peut être économiquement puni pour avoir entretenu une relation commerciale jugée inacceptable par Washington. Ce type de logique n'est pas nouveau, mais ici, il franchit un seuil. Historiquement, les sanctions visaient des États directement accusés. Cette fois, la punition se déplace vers les acteurs périphériques, les partenaires, les voisins, les intermédiaires.
Ce qui était autrefois une exception devient progressivement une règle implicite. Le document insiste sur la justification sécuritaire. Cuba est décrite comme une menace inhabituelle et extraordinaire. Cette formule n'est pas anodine. Elle permet de transformer une relation énergétique en problème de sécurité nationale. Et une fois ce cadre posé, presque tout devient justifiable. Voici où l'escalade devient visible. Si fournir du pétrole est assimilé à une agression indirecte, alors toute coopération économique peut, demain, être requalifiée de la même manière. Ce n'est plus la nature de l'échange qui compte, mais l'identité du partenaire. Et c'est précisément là que l'histoire bascule, parce que ce qui est en train d'être normalisé avec Cuba crée un précédent qui n'a pas vocation à rester limité à une seule île. La deuxième couche de preuve est plus dérangeante parce qu'elle révèle un écart net entre le discours officiel et l'objectif réel. Le texte affirme que ces mesures sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale des États-Unis contre des actions malveillantes. Mais dans le même temps, il explique que les tarifs sont conçus pour fonctionner comme un mécanisme de coût, pas comme une interdiction, comme une strangulation progressive. Un détail change la lecture entière. Le document précise que ces tarifs sont qualifiés de retaliatory. Cela signifie que la fourniture de pétrole à Cuba n'est pas vue comme un acte neutre, mais comme une attaque économique qui mérite une riposte. Pourtant, aucun acte militaire, aucune provocation directe n'est décrite dans le texte à ce stade précis. La riposte précède l'escalade visible. Regardez la contradiction. Officiellement, il s'agit de défendre la stabilité régionale. Mais concrètement, le mécanisme vise à rendre toute aide énergétique à Cuba économiquement suicidaire pour des pays tiers. Le texte explique que le système est pensé pour que la perte d'accès compétitif au marché américain dépasse largement les bénéfices tirés de la vente de pétrole à La Havane. Voici la phrase qui change tout. L'administration ne cherche pas à modifier le comportement de Cuba, mais à rendre impossible celui de ses partenaires. Ce n'est plus une sanction, c'est un isolement forcé, délégué au reste du monde. À partir de là, la question n'est plus morale, elle est mécanique. Et une mécanique de ce type ne s'arrête jamais d'elle-même. Ensuite, tout s'accélère. Le texte empile plusieurs dynamiques qui, mises ensemble, créent une situation de perte de contrôle. D'abord, la disparition de la principale source de revenus énergétiques de Cuba. Le document rappelle que l'île tirait l'essentiel de ses ressources du pétrole vénézuélien et que ce flux s'est brutalement tari. Ensuite, l'apparition immédiate d'un verrou. Toute tentative de remplacement de ce pétrole expose désormais les fournisseurs à des représailles commerciales. Puis vient le troisième élément, l'incertitude volontaire. Aucun calendrier précis, aucun barème public. Les décisions sont renvoyées à une évaluation interministérielle avec un pouvoir final concentré entre les mains du président. Cela signifie que le risque n'est pas ponctuel, il est permanent. Maintenant, regardez la vitesse. Une source de revenus disparaît, les alternatives sont dissuadées, les marchés hésitent, les assureurs se retirent, les transporteurs recalculent. Tout cela peut se produire sans qu'un seul nouveau tarif ne soit officiellement annoncé. C'est ici que la pression devient systémique. Ce n'est plus une crise isolée, c'est une spirale. Et une spirale soulève toujours la même question. Que se passe-t-il si cela continue encore 6 mois de plus? À ce moment-là, la question cesse d'être géopolitique. Elle devient personnelle, parce que lorsque l'énergie disparaît, ce ne sont pas des abstractions qui s'effondrent, ce sont des routines. Le texte explique que le pétrole alimente les réseaux électriques, les transports, les chaînes logistiques. Sans flux stable, tout ralentit, puis tout s'arrête. Imaginez ce que cela signifie concrètement. Des coupures plus longues, des déplacements plus chers, des biens essentiels plus rares. Pas parce qu'il y a une guerre sur le sol cubain, mais parce que des cargaisons n'arrivent plus. Et cette pression ne reste pas enfermée sur une île. Elle se diffuse. Elle modifie les routes commerciales, les prix régionaux, les décisions d'investissement. Le document insiste sur le fait que cette stratégie est censée se tenir aux côtés du peuple cubain.
Mais sur le terrain, ce sont les gens ordinaires qui absorbent le choc initial, ceux qui n'ont aucune influence sur les alliances militaires ou les décrets présidentiels. Et c'est là que l'effet miroir apparaît. Des économies fragilisées produisent des départs produisent des tensions ailleurs. Si cette mécanique vous semble familière, dites-le dans les commentaires, parce que ce type de pression n'est jamais contenu là où il commence. Ce qui rend ce mécanisme particulièrement efficace, ce n'est pas la force brute, c'est l'architecture du système. Le texte montre que rien n'est imposé automatiquement. Tout passe par des incitations, des risques, des calculs. Les pays ne sont pas forcés d'obéir. Ils sont placés dans une situation où désobéir coûte trop cher. L'accès au marché américain devient la monnaie d'échange centrale. Plus un pays dépend de cet accès, plus sa marge de manœuvre se réduit. Le pétrole, ici, n'est qu'un levier. Le véritable pouvoir réside dans la capacité de Washington à transformer une relation commerciale en outil de discipline politique. Et cette discipline fonctionne parce qu'elle est décentralisée. Les entreprises, les banques, les assureurs font le travail avant même que l'État n'intervienne. C'est là que l'insight devient dérangeant. Le système ne repose pas sur la peur d'une sanction précise, mais sur la peur de l'incertitude. Personne ne sait quand la ligne est franchie. Personne ne sait quelle transaction déclenchera une réaction. Alors tout le monde anticipe. Et en anticipant, tout le monde se conforme. Ce type de pouvoir ne s'annonce pas. Il se diffuse et une fois installé, il devient presque invisible. Mais ses effets, eux, sont bien réels. À partir de là, deux trajectoires commencent à se dessiner et aucune n'est stable. La première est celle que le texte laisse entrevoir implicitement. La pression fonctionne. Les fournisseurs se retirent, les partenaires se réalignent. Cuba se retrouve isolée énergétiquement, contrainte de négocier ou de céder sur des exigences politiques et sécuritaires. Dans ce scénario, le décret n'est pas une fin. C'est un levier temporaire destiné à forcer un changement rapide. Mais il existe une autre trajectoire tout aussi plausible. La pression ne provoque pas l'effondrement attendu. Elle provoque l'adaptation. Des circuits parallèles émergent, des accords plus opaques se mettent en place, les échanges deviennent plus coûteux, plus risqués, mais pas inexistants. Et dans ce cas, le système ne se détend pas. Il se durcit. Les tarifs deviennent permanents. L'incertitude s'installe dans la durée. Le texte ne tranche pas entre ces deux issues. Il laisse volontairement planer le doute. Ce flou est stratégique. Il maintient tout le monde dans l'attente du prochain mouvement. Parce que dans ce type de confrontation, le pouvoir n'appartient pas à celui qui agit en dernier, mais à celui dont la prochaine décision reste imprévisible. Et ce qui est clair, c'est que la prochaine étape n'est pas théorique. Elle est déjà en train de se préparer. Au fond, ce décret raconte une seule chose. Le commerce n'est plus un espace neutre. Il est devenu un test permanent d'alignement, de loyauté et de dépendance. Le pétrole n'est que le point d'entrée. Le vrai message est ailleurs. Si un pays peut être économiquement puni pour avoir choisi le mauvais partenaire, alors chaque relation commerciale devient conditionnelle. Le texte montre que ce pouvoir ne repose pas sur une interdiction claire, mais sur une pression continue, modulable, réversible. Le président peut renforcer, alléger ou modifier le dispositif à tout moment en fonction du comportement des autres. Cela transforme l'économie mondiale en système sous surveillance constante, où l'accès au marché américain devient une récompense politique autant qu'un avantage économique. Et c'est là que toute l'histoire se referme. Ce qui commence avec Cuba ne se limite jamais à Cuba. Ce type de mécanisme, une fois accepté, devient un modèle. La question n'est donc pas de savoir si cela va s'arrêter. La vraie question est de savoir où ce modèle sera appliqué ensuite. Si vous voulez comprendre ce qui vient après et comment ce genre de décision redessine l'ordre mondial sans déclaration de guerre, abonnez-vous, parce que la suite ne se jouera pas sur un champ de bataille, mais dans les règles mêmes du commerce.